Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Nous sommes aujourd'hui en présence de Catherine Olué, journaliste santé qui va modérer, animer ce webinaire. Vous la connaissez très bien. Bonjour à Elle tous. anime brillamment tous nos webinaires depuis maintenant près de 2 ans. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir Arnaud de Verdelan, qui va tenter de répondre aussi brillamment possible à toutes les questions que vous nous avez envoyées en amont, mais aussi aux questions que nous allons recevoir au fil de l'eau. Et Arnaud répondra à toutes les questions de Catherine. Le sujet donc aujourd'hui qui nous occupe, c'est le sujet des contenus et notamment de leur aspect réglementaire. Excusez-moi, je n'étais pas sur la bonne session. La session aujourd'hui, c'est les meilleures pratiques, les best practices pour créer et diffuser des contenus. On se donne 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer tout le monde. J'en profite pour vous annoncer le prochain webinaire de l'Académie InVivox, le 22 juin prochain. On parlera de plateformisation de la medical education. Est-ce véritablement une opportunité ou bien est-ce une menace? Est-ce un peu des deux? J'en profite aussi pour vous dire qu'on vient de passer la barre des 23 000 inscrits sur cette Académie InVivox qu'on a lancée il y a à peu près 2 ans. Je vous rappelle, on était en plein Covid et on a lancé cette académie pour faciliter justement l'accès à toutes les connaissances en lien avec le numérique, le digital, la santé, la formation. Ça fait maintenant 2 ans qu'on anime cette académie qui est un grand succès. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver les 100 sessions que nous avons organisées dans le passé sur la page InVivox de l'Académie. Les sessions sont en accès libre, intégralement gratuites. Pour lancer cette académie, j'aimerais démarrer par une mauvaise question et une bonne question que souvent on se pose. La mauvaise question, souvent qu'on se pose quand on réfléchit au contenu, c'est sur quelle plateforme mettre ces contenus. Pourquoi c'est une mauvaise question? Parce que la réponse, elle est absolument évidente. La seule réponse possible, c'est sur la plateforme sur laquelle il y a le plus de trafic. On est tous à la recherche de plateformes qui ont du trafic. Je vous rappelle l'histoire de la ville de New York qui avait voulu créer sa propre plateforme pour concurrencer Airbnb. Au bout de 18 mois, ils ont fermé puisqu'il n'y avait absolument personne. Les gens vont sur les plateformes sur lesquelles il y a du trafic. Donc voilà, vous avez une étude aussi qui a été réalisée, il me semble, par IQVIA sur la visite des professionnels de santé, qui, voilà, vous voyez, 7 sur 10 vont sur les plateformes indépendantes et de plus en plus, ce sont ces plateformes qui regroupent les professionnels de santé. En revanche, la bonne question à se poser, c'est la question, et ce n'est pas une question simple, c'est la question des contenus. Une fois qu'on a choisi la plateforme, celle sur laquelle il y a plus de trafic, quel contenu, quel format, quelle fréquence, et évidemment, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, quelle réglementation pour pouvoir créer et publier des contenus en accord avec la réglementation française ou la réglementation européenne pour ceux qui s'intéressent à une plateforme plus globale. C'est donc le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Merci infiniment, Catherine et Arnaud, d'avoir répondu à notre question. Pour ceux qui s'intéressent au sujet des plateformes, on vous met le lien tout de suite dans le chat pour pouvoir accéder à l'étude qui montre les différentes options possibles de plateformes. Merci beaucoup, Sandrine, de mettre ce lien. Sans plus attendre, merci infiniment. Catherine, je te passe le micro et c'est à vous de jouer. Merci Julien, bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette nouvelle session de l'InVivox Academy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud de Verdelan, qui est pharmacien et consultant indépendant en affaires réglementaires. Bonjour Arnaud. Bonjour. On va faire le tour avec vous des bonnes pratiques réglementaires autour de la création, la diffusion et la promotion des contenus destinés aux professionnels de santé, puisqu'il y a toujours beaucoup de questions à ce sujet. Notre session va se composer tout d'abord par un échange entre nous d'une 30aine de minutes, durant lequel vous pouvez poser vos questions en les écrivant, en les écrivant dans l'onglet Q&R que vous avez en bas de votre écran. On prendra certaines de ces questions probablement au fil de l'eau
si elle s'y prête. Et puis, pour les questions restantes, nous aurons un quart d'heure ensuite, en fin de session, pour tenter de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Voilà, donc, sans plus tarder, commençons notre échange d'une trentaine de minutes et on va commencer par vous faire participer via 2 petits sondages auxquels vous allez pouvoir répondre, qu'on va afficher tout de suite, qui vont nous permettre de faire un petit point d'actualité sur le sujet du jour. Donc, vous pouvez voter. La première question, c'est: avez-vous constaté une évolution quant à la digitalisation des contenus depuis la pandémie de Covid-19 ? Donc, vous avez constaté une forte évolution ou pas vraiment. Et la deuxième question qui vous est posée: selon vous, la digitalisation a-t-elle accru les contraintes réglementaires? Oui ou non? Et on va pouvoir faire réagir notre invité sur ces questions de suite. Voilà, vous avez quelques secondes encore pour voter. Et on va pouvoir afficher sans plus tarder les réponses, vos réponses. Alors, c'est très net, hein, depuis la pandémie de Covid-19, vous avez constaté une forte évolution au niveau de la digitalisation des contenus, 89%. Et cette digitalisation, selon vous, a accru les contraintes réglementaires pour 71% d'entre vous. Voilà, donc le cœur du sujet, il est là. Et on va faire réagir tout de suite notre invité spécialiste des affaires réglementaires. Arnaud, la digitalisation complexifie-t-elle les règles à suivre vraiment, ou est-ce juste une impression que tous nos participants ont? Alors, bonjour. Déjà, je dirais oui et non. C'est effectivement la difficulté avec le digital, c'est que ça doit suivre les mêmes risques, les mêmes règles que n'importe quel autre support. Donc, effectivement, ça se trimballe déjà toute l'épaisseur du Code de la santé publique et puis toutes les règles d'autorégulation et toutes les couches d'encadrement qui existent sur ce type de sujet. Donc voilà, le digital, il y a toutes ces règles-là. Et en plus, le digital, surtout, ça a ouvert de nouvelles fonctionnalités. Donc, ces nouvelles fonctionnalités, elles ont posé de nouvelles questions. C'est un peu ce qu'on va voir tout à l'heure avec la maîtrise du contenu, les informations qu'on peut rajouter, l'évolution aussi des plateformes. Quand on parle des réseaux sociaux il y a 10 ans et les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'a pas sur les mêmes approches. Il y a des fonctionnalités qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, effectivement, ça complexifie un peu les choses. Et puis, il y a aussi un peu le côté, voilà, l'inconnu. Hein, c'est chaque fois qu'on a un nouveau sujet, un nouveau support, une nouvelle plateforme, forcément. Disons que les propositions de support et les propositions de marketing évoluent plus vite que la réglementation. Donc, à chaque fois, il faut se reposer des questions d'adéquation de ces propositions au cadre existant, en trouvant un équilibre entre, pas être freinant, mais pas non plus exposer l'entreprise à un risque quand elle se lance dans un sujet qui est nouveau. Alors, le cadre existant, on va essayer de le rappeler brièvement. Hein, on va vous demander de faire un petit rappel de la réglementation. Des questions nous ont été posées en amont de la session par certains des participants, notamment quels sont les cadres réglementaires qui différencient une session de formation, une session d'information, une réunion professionnelle, un enseignement post-universitaire qui serait délivré par les industries de santé. Voilà, en gros, il y a quand même beaucoup de questions encore sur la réglementation. Et donc, on compte sur vous aujourd'hui pour nous rappeler les règles clés. Alors, la règle clé, parce que le sujet, c'était les formations que pouvaient faire les entreprises sous format digital. Donc, effectivement, la règle clé, c'est que la réglementation n'a pas vraiment prévu le cas où une entreprise fasse de la formation. Ce qui a prévu la réglementation, c'est est-ce que l'entreprise fait de la publicité ou non, puisque quand c'est elle qui s'exprime sur son domaine, potentiellement là où effectivement elle a des produits qu'elle commercialise, on peut se poser la question de son intention. Et la réglementation, elle est faite de cette façon-là, ce qui a défini à la fois tous les législateurs européens ensemble avec une directive, et puis ensuite que chaque État membre, notamment que la France, a traduit dans son code de la santé publique à elle, c'est effectivement une définition de la publicité. Donc tout l'enjeu, c'est de se dire est-ce que je fais de la pub ou est-ce que je fais pas de la pub. Donc les frontières information, promotion, c'est
des siècles et des siècles de discussions entre réglementaires entre eux, entre le réglementaire et le marketing. Les entreprises, ils sont confrontés régulièrement, et particulièrement voilà, sur le sujet où on touche de la formation. Donc là, il faudrait réfléchir par miroir à ce qui est de la promotion. Donc, la promotion, c'est toute forme d'information qui vise à promouvoir un médicament. Donc, c'est vraiment cette notion, cette intentionnalité de l'entreprise. Il faut regarder à chaque fois, c'est donc qu'est-ce que je veux faire. Ça, c'est ce que dit la définition, on va dire, positive. Heureusement, elle prévoit des exclusions un peu claires, et notamment parmi les différentes exclusions qui existent dans la réglementation, il y a la possibilité de faire de l'information sur des maladies, sur des santé humaines, sur la santé humaine en général, voilà, qui ne serait pas de la promotion dès lors qu'on n'a pas, on fait pas référence de façon même indirecte à un médicament. Donc à chaque fois, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Ce contenu que je propose, que je veux développer ou que je souhaite diffuser, est-ce que ça peut revenir à indirectement la promotion de mon produit? Donc à chaque fois, la question, c'est quel est justement l'environnement de mon ou de mes produits. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. Si vous êtes dans une maladie rare où le laboratoire a le seul produit qui a une indication, qui apporte une solution à ces patients-là, c'est forcément beaucoup plus compliqué que si vous êtes dans une gamme où il y a beaucoup plus d'alternatives à peu près similaires, comme on pourrait prendre, je sais pas, le cas des inhibiteurs de la pompe à protons, il y en a plein sur le marché. Là, d'un seul coup, c'est un peu plus facile d'avancer, on va dire. Ça va être le clarifier après. Et donc, la question, effectivement, à chaque fois, voilà, c'est bien se positionner, parce que si on s'est loupé, on va dire, on prend un risque de requalification. Donc, il y a un risque de requalification en promotion. Donc, déjà, il y a un aspect, ça peut énerver un concurrent, il peut y avoir des aspects judiciaires et anticoncurrentiels. Il peut y avoir surtout une autorité compétente qui est donc en France l'ANSM, qui va retomber sur le labo en disant attention, cette diffusion d'informations, ça n'est pas de l'information, ça n'est pas de la formation, c'est de la promotion. Et si l'autorité compétente requalifie un support de promotion, elle peut enclencher un système de sanctions financières qui peut vite coûter assez cher au laboratoire. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement bien se positionner. Est-ce qu'on est en information et pas en promotion, avec cette notion est-ce qu'on identifie indirectement le médicament, donc est-ce qu'on peut vous reprocher l'intentionnalité? Et puis du coup, ce qui rentre aussi en ligne de compte dans l'analyse de risque qu'on va faire, c'est effectivement à chaque fois quand on se positionne en information, donc à côté de la promotion, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de contourner les principes de la promotion, notamment le fait qu'on est censé parler des produits dans le respect de leurs AMM, dans le respect des stratégies thérapeutiques recommandées par la HAS. Et puis la question que quand on est sur des produits de prescription, on n'a pas le droit de s'adresser au public sur son produit. Donc là, c'est effectivement, on le verra tout à l'heure, la maîtrise du public est extrêmement importante. Alors pour essayer de répondre à la question de est-ce que du coup il y a des cadres réglementaires différents entre les EPU, les ERP, les sessions de formation, je dis encore une fois, réglementairement, ce qui existe, c'est pub, non pub. Après, c'est de l'analyse de risque à chaque fois et un peu en fait tenir compte de son contexte, c'est-à-dire que par exemple, prenez pas les mêmes risques sur une ERP où il y a 10 personnes versus un webinaire avec un replay où vous avez 300 invités. C'est des questions aussi de comment vous êtes organisé sur le terrain. Est-ce que c'est organisé par des personnes, des collaborateurs de l'entreprise qui ont clairement des fonctions commerciales, comme les visiteurs médicaux, ou est-ce que c'est organisé par des collaborateurs plutôt médicaux, que seraient les MSL? Est-ce que voilà, donc c'est des questions autour de est-ce qu'il y a un visiteur médical qui est présent? Est-ce que je suis en réactif? Est-ce que je suis en proactif? Voilà, c'est un ensemble de faisceaux d'indices à prendre en compte, mais en tout cas, voilà, par exemple, le fait que ça soit une EPU, ça vous n'enlève pas du tout le risque de requalification promotionnelle si le contenu de ce qui a été diffusé est très en faveur du produit, par exemple. Est-ce que les règles qui s'appliquent, la réglementation qui s'applique, est la même pour les médicaments et les dispositifs médicaux? Alors, très bonne question. Il y a plusieurs approches. En théorie, la réglementation d'encadrement de la publicité des médicaments et des dispositifs médicaux, elles sont assez proches. Quand on regarde les textes qui existent pour les dispositifs médicaux depuis 2011-2012 dans le code, pas se mentir, c'est quasiment un copier-coller de la réglementation en médicaments qui était précédente. Il y a quand même des distinctions qui vont tenir déjà au statut particulier du dispositif médical. On est par exemple sur des technologies, donc
qui évolue, un fabricant, il a une légitimité, voire même dans certains cas des obligations, à former les utilisateurs à son produit. Donc, ce qui vient un peu complexifier la chose pour le DM, c'est que c'est tout à fait acceptable, en dehors de la promotion, de monter une formation sur son produit, dès lors, effectivement, qu'on est dans l'explication concrète de comment il fonctionne. Là aussi, oui, ça présente là presque. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc là aussi, alors ça vient bouger un peu le curseur, c'est limite, ça peut complexifier un peu la réflexion, puisque oui, là, on peut autant, voilà, en médicament, si on fait vraiment une formation ciblée sur son médicament, au final, c'est 3 heures, c'est de la pub, et voilà. En DM, on va pouvoir trouver des cadres où on peut faire de la formation sur le produit et ça n'est pas de la pub. En revanche, effectivement, si vous avez monté toute une formation sur la pathologie, comment votre dispositif médical apporte une solution innovante, les bénéfices cliniques qu'on en tire et combien il est formidable, on va retomber dans la pub. Donc, in fine, on se repose à peu près les mêmes questions. Et puis bon, après, si on est un peu, si on est un peu cynique dans l'analyse de risque, quand même, le DM ne pose pas tout à fait les mêmes questions, parce que je vous ai dit que pour les médicaments, assez facilement, la NSM pouvait prendre des sanctions financières. Pour le dispositif médical, déjà, l'encadrement, par exemple, en termes de sanctions financières dans le code n'est pas tout à fait le même. Donc, à part être un des rares dispositifs médicaux pour lequel la promotion nécessite une autorisation préalable de la NSM, donc c'est vraiment très, très peu de dispositifs médicaux, ou le cas des dispositifs médicaux remboursables qui n'ont pas le droit de faire de pub auprès du public, finalement, il y a déjà beaucoup moins de risques de sanctions financières. Donc, c'est pareil, en analyse de risque, ça peut rentrer en ligne de compte. Voilà. En ligne de compte. Donc, voilà pour un bref rappel de la réglementation qui donc n'a pas évolué de façon considérable, en tout cas depuis la pandémie de Covid-19, hein, contrairement peut-être au sentiment des uns et des autres. Non, après, ce que j'ai, la réglementation, déjà pour faire bouger les textes, c'est un dispositif un peu long. Donc non, c'est plutôt à essayer d'adapter la réglementation existante au nouveau format qu'on propose. Au nouveau support. Pour entrer maintenant dans les best practices, puisque c'est ça un petit peu la promesse de la session, hein, les meilleures pratiques concrètes pour la création et la diffusion. Alors, la création d'abord. Au moment de la création de contenu, quelles sont les erreurs, les tentations qu'il faut absolument éviter pour être très clair et reprendre les choses depuis le début, la création des contenus? Alors, sur la création de son contenu, pour se sécuriser, déjà, il faut être clair sur ce qu'on veut faire. Grosso modo, on peut considérer qu'il y a, pour ne pas être qualifié de promotion, on peut dire qu'il y a peut-être, je dirais, 3 approches. Il y a effectivement l'approche, je n'ai pas le droit de faire de référence en direct à mon médicament, je ne vais pas prendre de risques, je vais ne pas me positionner sur le traitement. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de medical education, en termes de disease awareness. Il y a beaucoup de choses à faire à côté du traitement. C'est parler du diagnostic, parler du parcours de soins, apporter des données épidémiologiques. Et déjà, il y a peut-être un besoin et des choses à faire. L'exemple qu'on peut prendre, parce que même si ce n'est pas un dossier sur lequel moi j'ai travaillé, mais j'en ai entendu parler dans vos précédentes sessions, c'est Novo Nordisk qui a monté une formation sur l'obésité. Alors, on sait que Novo Nordisk va lancer un médicament dans l'obésité, hein, c'est un secret pour personne. Pour autant, ils ne font pas la formation sur leurs produits, parce qu'en plus, comme ils sont tout seuls, ça serait compliqué de faire ça. Enfin, s'ils le font, c'est à peu près clairement de la pub. En revanche, ils font un petit module, effectivement, sur le parcours de soins, les diagnostics, l'épidémiologie de l'obésité. Ils sont très clairement dans l'application du texte qu'on a vu tout à l'heure, l'information sur la santé humaine, sans référence même indirecte à un produit. Ils ne parlent même pas du fait qu'il pourrait exister un médicament. Il reste très, très vague. Donc ça, c'est un positionnement très, très, très clair, auquel cas on est vraiment dans une formation médicale, il n'y a pas de thérapeutique, et c'est assez net qu'on s'est positionné du bon côté de la frontière, du bon côté entre guillemets, hein, de la frontière pub, formation, promotion, on va dire. Alors, il y a aussi la possibilité de parler, dans ce cas-là, de notion aussi de classe thérapeutique. Je ne sais pas, donc il y a cette exception qui est prévue par le Code de la santé publique. La NSM, on a fait une recommandation de publicité qui est disponible sur le site de l'agence, qui dit que dans ces cas-là, pour faire de l'information sur la santé humaine, on peut évoquer des thérapeutiques, d'ailleurs de façon même non exhaustive, auquel cas, en fait, on peut aller jusqu'à la notion de classe thérapeutique. C'est ce qu'on appelle les classes ATC qu'on retrouve dans les RCP des produits, c'est une classification internationale, sauf s'il n'y a qu'un seul produit dans la classe. Et qu'il faut finalement, en citant la classe thérapeutique, on citerait indirectement le médicament. Ça peut être le cas si vous faites
disease awareness sur l'acné en parlant des rétinoïdes. L'acné, les rétinoïdes, il n'y a qu'un seul produit dans la classe, c'est l'isotrétinoïde. Donc forcément, on retrouve votre produit. Voilà. En revanche, si vous faites une campagne de formation sur les troubles digestifs, sur l'ulcère, et que vous évoquez l'intérêt des IPP, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il doit y en avoir une dizaine de commercialisés. Vous ne pouvez pas dire que vous poussez le vôtre plutôt qu'autre chose. Donc là, effectivement, il faut faire son analyse, encore une fois, en fonction de son contexte. Je suis tout seul dans ma classe, je ne suis pas tout seul dans ma classe, du coup, est-ce que je peux parler de classe thérapeutique sans que ça remonte directement à mon produit? En sachant quand même, dès lors qu'on va parler de thérapeutique, il faut quand même se rappeler aussi que l'esprit des textes, l'esprit de la directive, et ça a été rappelé récemment dans une affaire un peu différente, c'est quand même l'esprit des textes, c'est de ne pas encourager un usage irrationnel des médicaments. Donc là aussi, si c'est monter une campagne pour en fait contourner tout ce qu'on ne peut pas faire en pub, en mettant par exemple des recos non admis en France qui vont positionner certains produits avant d'autres, ça peut toujours être mal perçu. Donc voilà, faites toujours attention quand même au message global, que cette formation, même si elle n'évoque pas le produit, qu'elle reste sur des classes thérapeutiques, qu'elle soit toujours basée sur des données scientifiquement validées, qu'il y ait un consensus scientifique autour de l'usage que vous prenez d'une classe thérapeutique, même si vous n'êtes pas tout seul dedans. Voilà, ça c'est, on va dire, les approches les plus classiques. Je pense qu'on prend le moins de risques. Après, il y a une autre approche aussi qui se discute, parce que là, effectivement, donc les deux premières, c'est l'illustration très claire de l'exclusion à la publicité qui est explicitement dans le Code de la santé publique. Après, encore une fois, on est en pub quand on vise à promouvoir, donc dans son intentionnalité. Au final, on peut du coup se laisser une marge, on peut réfléchir aussi à avoir une approche dans ce cas-là, quand on évoque des thérapeutiques, avoir une approche exhaustive, c'est-à-dire ce qu'on ne doit pas vous reprocher, c'est d'avoir poussé votre produit. Si dans une formation, vous évoquez toutes les thérapeutiques disponibles, dans une façon effectivement complètement neutre, objective, que vous valorisez personne, vous avez bien l'ensemble des traitements, vous êtes à jour, vous correspondez vraiment au consensus scientifique, c'est une prise de risque que certains laboratoires vont chercher, ou qu'on peut envisager, qu'on peut discuter. Et quand même un bémol, je dirais que c'est une prise de risque qu'on peut avoir avec les professionnels de santé, parce que dans certains contextes, si effectivement vous n'êtes pas au milieu d'une visite médicale, si c'est on peut envisager cette information-là, et dans ce type d'information et en intentionnalité, on est assez clair. En revanche, c'est sûr que là, par exemple, il va falloir se poser la question de la visibilité au public. Donc, pour le coup, auprès du public, si vous commencez à diffuser du contenu avec votre produit cité au milieu, là, ça devient beaucoup plus risqué, beaucoup plus tendancieux, parce qu'on n'est pas sur un public à viser, et puis parce qu'encore une fois, le principe, c'est de ne pas faire de promotion auprès du public des médicaments de prescription. Donc voilà. Donc, si on doit résumer ce que vous venez de dire en 3 grands points, première règle, ne pas parler des traitements, mais plutôt des parcours de soins. Deuxième grande règle, parler éventuellement des classes thérapeutiques, sauf s'il y a un seul produit disponible dans la classe thérapeutique, auquel cas ça revient à parler de ce produit-là. Et troisième point, pourquoi pas tenter une approche exhaustive des thérapeutiques disponibles, mais avec une prise de risque quand même d'être vraiment exhaustif. Et voilà. C'est pas évident, et ça implique des compétences particulières, une grande connaissance de son champ thérapeutique. Si l'entreprise n'est pas sûre ou n'a pas les compétences nécessaires en interne, est-ce qu'elle a le droit de faire appel à un tiers pour concevoir ses contenus, et est-ce que du coup sa responsabilité est confiée à ce tiers, est déléguée à ce tiers? Ce qu'il faut dire déjà, c'est que on a une jurisprudence qui a bien montré que la notion de publicité, elle s'apprécie quel que soit l'émetteur. Donc, si par exemple, parfois même, c'est vieille jurisprudence où on a requalifié un article de presse d'un journaliste de publicité, donc ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, même si le contenu est fait par un tiers, ça ne dégage pas l'entreprise de sa responsabilité. A fortiori, en plus, si on est dans un système où c'est l'entreprise qui était à l'initiative de la demande, qui a sélectionné les sujets, les auteurs, les sources, qui a payé évidemment pour le contenu et qui le diffuse. Donc ça, c'est un peu les notions qu'on va faire de différence entre une indépendance éditoriale et une prestation de service. Donc si effectivement l'entreprise choisit un prestataire pour lui monter une formation sur une thématique qu'elle a choisie, elle va rentrer dans sa pleine responsabilité.
En revanche, c'est vrai qu'on pourrait prendre le cas, mais dans ce cas, c'est quasiment plus une initiative de l'entreprise. C'est si une URPS de pharmacien, par exemple, choisit de faire une formation sur la vaccination à l'officine avec le soutien financier d'un laboratoire. On n'est pas du tout sur la même chose effectivement, un laboratoire qui est leader du marché d'une vaccination, qui veut, elle, faire une formation et qui la propose aux pharmaciens. Comprenez la différence. Donc, effectivement, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que faire appel à un tiers, ça ne dégage pas l'entreprise de sa responsabilité. Et après, de toute façon, faire appel à un tiers, comment dire, plus l'entreprise aura influencé le contenu, parce qu'elle aura choisi des sujets, relu, validé, on va retomber sur quasiment le même risque de requalification et la même responsabilité que si c'était elle-même qui avait fait directement son contenu. Là, il faut se rappeler effectivement, on a un peu des sujets comme ça avec parfois les éditeurs de presse et des comptes rendus de congrès. Voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que par le passé, même si ça remonte un peu, il y a eu des interdictions de publicité sur des supports qui étaient diffusés, faits par des tiers avec le soutien financier de labo, mais qui étaient tellement monothématiques, monoproduits, que ça a été requalifié de publicité. Donc, ça peut être une approche effectivement de passer par un tiers pour des raisons diverses et variées, qui ne sont pas forcément des raisons de compétence de l'entreprise, parce que normalement, sur son domaine thérapeutique, l'entreprise, bien sûr, les a, mais c'est pour toucher une audience différente ou faire appel à des compétences différentes, peut-être d'un point de vue pédagogique. Et en tout cas, aussi se rappeler toujours, bien sûr, que pour l'entreprise, il y a une règle majeure qui est une règle de transparence. Si elle intervient effectivement dans un contenu, ça doit être clair pour le public que, par exemple, l'entreprise a soutenu financièrement la création d'une formation. Et après, effectivement, ça peut être juste un soutien financier ou ça peut être un contenu créé pour son propre compte. Donc ça aussi, ça doit être clair pour le public cible de qu'est-ce qu'il regarde et qui a produit ce contenu. On va passer à la diffusion maintenant. Après la création du contenu, la diffusion du contenu avec un sondage, un troisième sondage qui vous est proposé, qui est proposé à nos participants qui vont pouvoir voter. Sur quels canaux vous appuyez-vous pour diffuser vos contenus de Medical Education? Les réseaux sociaux, des plateformes tierces, le site ou la plateforme du labo ou de l'entreprise, ou encore des médias en ligne. Et vous avez quelques exemples qui vous sont proposés entre parenthèses. Voilà, donc quels canaux utilisez-vous actuellement pour diffuser vos contenus? Vous avez quelques secondes pour voter. Et on va afficher tout de suite le résultat du vote. Voilà, donc les canaux que vous utilisez actuellement, donc majoritairement le site ou la plateforme de votre entreprise ou de votre laboratoire à 67%. À égalité, en deuxième position, les réseaux sociaux et des plateformes tierces. Et puis, les médias en ligne qui arrivent juste derrière avec 26%. Merci beaucoup. Alors, au niveau de la diffusion, même question un petit peu qu'au niveau de la création, quelles sont les erreurs principales à éviter au moment de la diffusion des fameux contenus que nous avons maintenant créés? C'est marrant parce que ce résultat illustre vraiment, je pense, l'enjeu majeur en termes de diffusion, c'est la maîtrise par l'entreprise de la diffusion de son contenu. Donc, c'est pour ça qu'assez naturellement, on va se tourner vers son site à soi, où au moins on sait qu'on maîtrise quand est-ce que c'est mis en ligne, quand est-ce que c'est enlevé, et toutes les fonctionnalités autour. Parce que chaque fois qu'on va faire appel à un tiers pour le développement, la diffusion ou l'information autour de l'événement de la session, forcément, ça veut dire qu'on a un prestataire, donc un contrat, ça veut dire qu'il faut en tout cas maîtriser ce prestataire. Et la plupart, l'exemple qu'on a, c'est par exemple la plupart des sanctions en requalification de support ou en erreur de promotion viennent souvent d'un défaut de maîtrise du prestataire qui n'a pas tout à fait fait ce qu'on lui avait dit dans le contrat, qui a pris certaines initiatives ou qui n'a pas respecté ses engagements. Et in fine, même si c'est le prestataire qui a raté quelque chose, en tout cas en première approche, si l'autorité compétente a quelque chose à dire, c'est vraiment sur l'entreprise qui en tire le bénéfice, donc c'est l'entreprise qui s'expose. Voilà, donc c'est effectivement un point majeur à prendre en compte. Et après, la question qu'a posé beaucoup le digital historiquement, même avec donc les premiers sites internet,
Là aussi, on a une jurisprudence intéressante là-dessus. C'est aussi la notion qu'a apporté le digital, la distinction entre les systèmes de pull et de push. C'est-à-dire qu'aussi dans votre intentionnalité, dans votre analyse de risque de est-ce que c'est de l'information, est-ce que c'est de la promotion, on ne va pas se poser les mêmes questions si c'est l'internaute qui va chercher, qui va accéder à une information versus l'entreprise qui, par exemple sur son site, met un pop-up ou pousse de l'information pour qu'on aille le consulter. Les réseaux sociaux, effectivement, ça a posé aussi beaucoup de questions, principalement parce que, donc, toujours une fois, l'autorité compétente, la NSM, dans le domaine de la publicité, c'est vraiment clairement opposé à l'idée qu'on fasse de la promotion des produits de santé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les codes d'autorégulation de l'industrie vont plutôt aussi dans l'idée qu'on n'est pas censé citer des produits, en tout cas des produits de PMO sur les réseaux sociaux, parce que ça peut être interprété comme de la promotion auprès du public, puisque bon, le principe du réseau social, c'est d'être ouvert. Donc, alors, sauf des cas où vous arrivez, mettons, peut-être à créer des communautés fermées, vous avez réussi à maîtriser votre public, mais il faut garder dans l'esprit que vous êtes dans un réseau social ouvert. Même LinkedIn, je veux dire, où assez naturellement, comme on est identifié sous nos statuts professionnels, on peut se dire que sur LinkedIn, on a vraiment une communauté de professionnels de santé. Il faut garder en tête que même LinkedIn, ça reste un réseau social ouvert, donc prendre le critère le plus large, donc c'est une communication auprès du public, donc pas de communication sur les produits de prescription. Donc après, sur sa diffusion, en fait, on va vraiment tenir compte de l'analyse de risque qu'on a fait avant sur son contenu. Si on est vraiment sur un contenu environnemental, on ne parle pas produit, on ne parle pas de thérapeutique, en tout cas, on est en promotion en classe. En tout cas, voilà, pas d'identification du produit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en promotion, vous êtes sur du contenu environnemental. Là, d'un seul coup, les règles d'affichage sont forcément un peu, et de diffusion sont forcément un peu plus souples. Pour insister un petit peu sur l'accès au contenu, vous avez évoqué la nécessité de diffuser auprès de communautés fermées, notamment quand on parle de thérapeutique. Avec le digital, c'est compliqué quand même de restreindre le public qui va justement regarder la présentation. Est-ce qu'on peut rappeler les règles du jeu pour vraiment sélectionner le public qui va accéder aux contenus digitaux? Ça paraît quand même beaucoup plus compliqué que les formations d'autrefois en présentiel, par exemple. On savait exactement qui était là. Ce qui est fait le plus simplement quand c'est notamment sur son site, c'est effectivement de passer par le biais d'une inscription. Donc, quand c'est un professionnel de santé, on va vérifier son statut de professionnel de santé. Donc après, il y a différents moyens, notamment l'identification avec un RPPS ou un numéro d'inscription à l'ordre ou ce genre de choses-là. Il y a un certain nombre de modules ou de prestataires qui proposent ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. Encore une fois, voilà, ce qui est important pour l'entreprise, c'est de bien s'assurer que, notamment quand c'est sur son site, on ne s'est pas retrouvé avec un public, grand public, donc public non averti, non professionnel de santé, qui se retrouve confronté à un contenu qui pourrait être considéré comme de la promotion d'un produit de prescription. Alors là, j'ai magie du direct, j'ai un colis qui arrive en même temps. Pardon, je me fais 2 secondes. Voilà, c'est du live, c'est les aléas. On va ensuite évoquer avec Arnaud Verdellan les questions justement de live et de replay. Est-ce que voilà, les spécificités, est-ce qu'il y a des spécificités réglementaires qui diffusent des contenus en replay par rapport au live et justement quelle modération des replays, quelle durée de vie des replays, quel accès aux replays faut-il appliquer pour rester dans les règles? Alors, pardon, le replay. Juste pour finir sur aussi l'accès au contenu, encore une fois, le RPPS est vraiment obligatoire si vous faites de la promotion. Donc après, encore une fois, c'est de l'analyse de risque. Et bien sûr aussi, après, il y a des aspects RGPD dont il faut tenir en compte. À chaque fois que vous créez un accès au compte, c'est de la question de la gestion de données. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste du RGPD. Ça serait une session très intéressante à faire pour une vidéo une prochaine fois. Mais voilà, gardez juste ça en tête. Le replay, du coup. Le replay. Donc, la question, effectivement, la replay, il y a aussi dans l'analyse de risque le fait que ça fait perdurer une information, ça peut étendre sa diffusion. Voilà, donc c'est encore une fois, voilà,
selon le contenu de votre support, de votre événement, de votre formation, vous allez apprécier ou non l'intérêt de passer en replay. Les questions aussi qui vont se poser, c'est est-ce que par exemple dans votre session de formation, il y a un échange entre des questions, des modérations, des commentaires qui peuvent être faits, est-ce qu'ils sont modérés, du coup est-ce que vous les laissez dans le replay ou non, parce que si par exemple typiquement à l'issue de la formation, des participants ont souhaité poser des questions dédiées au produit, donc on peut déjà se poser la question de les prendre ou de ne pas les prendre dans cette session de formation, et ensuite on va se poser la question de est-ce que je les laisse dans le replay ou non. Moi je dirais plutôt non. Après, il n'y a pas la grande question, c'est combien je laisse mon replay. Effectivement, c'est la question que tout le monde pose. Il n'y a pas de règle très claire, notamment voilà, les instances d'autorégulation comme l'IFPI ou l'EM ne se sont pas positionnées là-dessus. C'est à l'entreprise de se positionner. Moi, je recommande souvent de prendre une approche déjà pragmatique, c'est-à-dire que laisser un replay pendant 2 ans, alors qu'au bout de 15 jours, plus personne n'y va, ce n'est pas forcément intéressant. Et puis surtout, voilà, la question, c'est en termes d'engagement de qualité de son contenu, on doit s'assurer qu'on est toujours exhaustif, toujours à jour. Donc voilà, même si c'est un contenu purement environnement, medical education, est-ce que il y a certains domaines où les informations arrivent de façon assez fréquente. Donc voilà, est-ce que même 1 an plus tard, est-ce qu'on est toujours à jour? Est-ce que c'est toujours le gold standard? Donc voilà, donc tenir compte de ces critères-là. Et effectivement, chaque fois, plus on va aller proche de la thérapeutique, plus du coup la question de la mise à jour des informations est prégnante. Donc plus il faut aller vers une durée courte, on va dire. Il y a une responsabilité à ce niveau-là, sur l'actualisation des informations qui restent diffusées en replay. Après, c'est aussi un engagement, enfin un enjeu aussi d'image pour l'entreprise quand elle diffuse un contenu pas à jour. Voilà, c'est plus une responsabilité d'image en fait. Alors, vous n'êtes pas spécialiste du RGPD, mais on va quand même vous poser une question un petit peu sur le RGPD. Une question qui pourrions-nous mettre un formulaire de contact, nom, prénom, téléphone et adresse mail dans un site web d'une entreprise de fabrication de dispositifs médicaux pour avoir un contact avec les personnes intéressées? Ou doit-on respecter la réglementation RGPD? Et si oui, comment doit-on la respecter? Alors oui, vous devez la respecter, ça c'est clair, c'est obligatoire. Vraiment, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, donc je risque de répondre un peu à côté. Et, voilà, je suis un peu botté en touche. Ok, on essaiera de répondre à la personne ultérieurement, post-webinaire. Toujours au niveau de la diffusion, avec les réseaux sociaux notamment, il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a beaucoup plus d'interaction avec les professionnels qui lisent tout ça. Ils peuvent faire des commentaires sur les réseaux sociaux, ils peuvent partager les informations avec qui ils souhaitent, a priori. Alors, sur ces questions, des commentaires que l'entreprise ne peut pas toujours lire en direct, voire supprimer en direct, s'ils ne correspondent pas à la réglementation, sur la question du partage des informations vers d'autres publics que l'entreprise ne maîtrise pas du tout. Qu'est-ce qui s'applique? Est-ce qu'il y a un danger à ce niveau-là de propagation d'informations non contrôlées? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, effectivement, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. L'enjeu principal, c'est la maîtrise du contenu et vous pouvez avoir une formation très bien faite et puis en dessous, effectivement, vous le passez sur une plateforme tierce où tous les commentaires sont ouverts de tout le monde et vous ne l'avez pas su / vu et vous c'est pas modéré. Et là, effectivement, les médecins vont se lâcher sur le contenu ou les participants vont se lâcher sur le contenu et c'est effectivement plus difficile. Donc, moi, c'est vraiment, notamment quand on n'est pas sur sa propre plateforme, quand on n'est pas sur son propre site, quand on utilise un site d'un éditeur de presse ou un réseau social ou que sais-je, il faut vraiment se poser la question de toutes les fonctionnalités qui sont possibles. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, s'il y a des commentaires, si on laisse les commentaires parce que c'est un peu l'objet de sa formation de créer de l'interaction, est-ce qu'ils vont être visibles du public ou non? Et surtout, quelles sont les possibilités de modération s'ils sont visibles? Encore une fois, si l'entreprise laisse perdurer des messages dont elle peut tirer un bénéfice qui serait de la promotion en direct, qui serait
Même du coup, après, parce que la difficulté qu'on peut avoir, c'est les médecins qui vont avoir des avis sur les produits qui ne suivent même pas l'AMM ou les recommandations. Donc là, d'un seul coup, en plus, on a d'autres enjeux de responsabilité. Donc, il faut être absolument vigilant, effectivement, sur les commentaires que peuvent mettre les participants et bien s'assurer qu'il y a une réelle modération qui est possible. Soit on a mis des règles pour interdire certains termes, soit on est en capacité d'agir sous moins de 24 heures. Enfin, voilà, faut faire extrêmement attention, effectivement, aux commentaires. Et la question, oui, du repartage. Alors, on dirait n'importe qui avec un site internet peut, n'importe quelle adresse de site internet peut l'envoyer à quelqu'un. C'est-à-dire que le repartage privé, il ne pose pas tellement de questions. Les médecins ont le droit d'envoyer à un confrère, regarde cette formation, elle est vachement bien faite, je ne la connaissais pas. Enfin, voilà. En revanche, le commentaire public, le repartage public avec possibilité de rajouter des informations, là, forcément, il repose des questions. C'est pour ça que là aussi, sur les réseaux sociaux, quand il y a même, tu vois, on est sur un contenu environnement, on permet du repartage, faut s'assurer que derrière, on peut agir dessus et pas laisser dériver des produits. Il faut faire aussi attention qu'on a vu que j'ai appris grâce à vous et grâce aux dossiers sur lesquels on travaille que les médecins ont moins de temps, donc on est de plus en plus sur des formats courts et que le principe, notamment par exemple de certaines campagnes, c'est de faire du redécoupage et du recyclage de contenu. Donc, quand on a validé une formation sur un quart d'heure où justement on a voulu avoir une approche exhaustive, que d'un seul coup, ça devient des petites tranches de 2 minutes, on va avoir une tranche ciblée sur une chose où le ciblage peut reposer des questions d'intentionnalité. Donc, voilà, bien maîtriser aussi les interventions, si c'est fait avec un tiers, que ce tiers ne peut pas prendre la liberté de redécouper comme il veut les contenus. Et si c'est fait par un tiers aussi, est-ce que justement, si c'est un éditeur de presse pour lequel vous avez monté une formation, si vous avez une autre opération marketing en même temps, bien vous assurer que sur son site, là où il y a votre formation, où vous avez tout fait pour qu'elle ne soit pas promotionnelle, il n'y ait pas une bannière de votre produit juste au-dessus, ou juste en dessous, ou juste à côté. Donc ça se prévoit par contrat, mais surtout, ce que je recommande à chaque fois, c'est de faire vraiment un suivi au cordeau de l'opération. Quand c'est mis en ligne, allez bien vérifier que c'est comme c'était prévu. Si vous avez demandé est-ce qu'il n'y a pas de commentaires, qu'il n'y a bien pas de commentaires, ou qu'il n'y a pas une diffusion d'informations un peu qui pourrait reposer des questions de digitalisation, de promotion, pardon. Donc, toutes ces actions, toute cette vigilance, c'est du temps, hein, c'est du temps humain à consacrer à tout ça. On va évoquer rapidement, pour terminer, la question des ressources humaines. On va déjà proposer un 4e sondage à nos participants. Existe-t-il dans votre structure un ou des postes dédiés aux affaires réglementaires appliqués au digital, donc dans l'organisation de votre entreprise? Oui ou non? Vous pouvez voter et nous allons tout de suite voir le résultat. Voilà. Alors, parmi les personnes là qui nous regardent, pour 85% d'entre elles, il n'existe pas de poste dédié aux affaires réglementaires dans leur entreprise, mais oui, pour 15% d'entre elles. Arnaud, est-ce que c'est une compétence qui se développe en interne dans les entreprises, ou est-ce qu'elle doit se développer? Est-ce que c'est votre conseil, en tout cas, par rapport à tout cela? Je ne fais pas de conseil RH, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que selon la taille et la maturité de l'entreprise, donc voilà, les plus gros groupes ont tendance à développer ce type de profil. Je pense que c'est un gain de temps et ça permet, parce que voilà, le réglementaire est toujours, passe toujours pour les relous vis-à-vis de l'équipe du marketing. Donc, c'est sûr que plus le réglementaire est en capacité à proposer des profils adaptés qui connaissent bien justement ces fonctionnalités, ça fait gagner du temps à tout le monde sur l'application des textes et c'est toujours bien perçu. Après, comme vous dites, c'est du coût, c'est du temps. Donc, il faut que l'entreprise ait ce besoin-là. C'est sûr que le digital a toujours posé beaucoup de questions pour le réglementaire. C'est pas nouveau. Moi, je le vois par exemple parce que je suis adhérent de la FAR où il y a un groupe digital dédié depuis de nombreuses années qui réfléchit à toutes ces questions. Donc, je pense que globalement, toutes les équipes réglementaires montent en compétence sur ces sujets. Après, voilà, le choix de faire des postes dédiés, c'est vraiment selon l'importance de l'entreprise.
Vous avez dit que la question réglementaire pouvait être un peu pesante pour les équipes marketing notamment. Cela rejoint la question d'une de nos participantes qui dit le digital amène à la création de plus de contenu, notamment du contenu personnalisé. Avez-vous des bonnes pratiques pour ne pas emboliser les équipes marketing et réglementaires? Alors, est-ce qu'elle évoque par rapport à la création des contenus ou par rapport à tout le contrôle qu'il faut mener autour de ces contenus? En tout cas, ne pas emboliser les équipes marketing, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Quel est votre regard de consultant indépendant par rapport à ce qui se passe peut-être dans les organisations à ce sujet? Est-ce qu'il y a des conseils d'organisation à donner? Alors, sur le conseil d'organisation un peu général, c'est sûr qu'il faut surtout anticiper. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser à l'étape de création, à l'étape de diffusion. Il faut vraiment, même typiquement les questions qu'on se pose à l'étape de diffusion, il faut les anticiper. Donc, c'est vrai que l'important, c'est d'anticiper et surtout d'avoir vraiment une approche transverse. On a vu qu'il y a des enjeux réglementaires, il y a des enjeux plus juridiques en termes de compliance RGPD. On peut même dire qu'il y a des enjeux de pharmacovigilance parce que quand des patients s'expriment ou des médecins s'expriment sur les produits, par exemple, pour évoquer des difficultés ou remonter un effet indésirable, il faut le prendre en compte. Enfin, on a vraiment une nécessité d'avoir une approche la plus transverse possible. Après, là, pour la question, peut-être qu'elle évoque peut-être le fait des contenus qui s'adaptent. Je pense parfois aux emailing où on a, en fonction, on envoie à peu près le même contenu, mais avec des accroches et des conclusions un peu différentes. Je ne sais pas si c'est ça exactement la question. Ou tout le recyclage de contenu. Il y a parfois peut-être selon l'intérêt qu'a eu le médecin, on ne passe pas 4 modules, on inverse certaines choses, ou on fait des choses plus allégées. Il y avait déjà eu, encore une fois, qu'on adapte le contenu au profil du médecin, ce n'est pas non plus complètement nouveau. Je pense que les entreprises, parfois, font, entre un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, font des contenus différents parce qu'ils savent que les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, je n'ai pas exactement de bonnes pratiques. Toujours, par exemple, pour les emailing, c'est qu'effectivement, on essaie de prévoir, c'est surtout le contenu qui est un peu lourd à valider. Donc, quand on a fait le contenu, toutes les différentes phrases d'accroche, on essaie d'anticiper qu'on a prévu de l'envoyer soit après telle rencontre, soit après tel congrès, soit après tel machin, on fait les accroches types et puis on valide tout d'un coup, quoi. Voilà, s'il fallait retenir un ou deux mots en conclusion, anticiper, ça paraît être un mot très adapté. Et après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Enfin, je le reconnais, mais voilà, faut se dire que ça risque d'être long et qu'il faut essayer de prévoir. Et ce qui pose le plus de difficultés, c'est quand on met le réglementaire, quand on dos au mur. Voilà, c'est pas comme ça que les sujets avancent le mieux, je pense. Mais bon. On a encore quelques minutes pour répondre aux questions qui restent. On a une question là de Kaina. Présenter un dispositif médical, son fonctionnement et les résultats obtenus sur LinkedIn, par exemple. Dans ce cadre-là, doit-on respecter la réglementation? Comment? Ce n'est pas très clair. Sur LinkedIn, effectivement, ça monte. Enfin, la diffusion des contenus ne cesse de monter en puissance sur LinkedIn. Oui. Est-ce que c'est un cas particulier sur lequel vous êtes déjà penché? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En soi, le DM, oui, il faut respecter la réglementation. Il y en a une, je ne vais pas vous dire, allez-y les gars, vous risquez rien. Mais bon. Après, effectivement, oui, je reconnais que ce n'est pas très clair, parce qu'en plus, le DM, vraiment, l'approche est très, très différente selon le type de DM. Si vous êtes un classe 1 non remboursé, si vous êtes un classe 3 soumis à autorisation de l'agence, clairement, vous n'aurez pas du tout la même approche. Il faut dire que globalement, là, dans ce qu'on décrit, allez faire un post LinkedIn. Donc, encore une fois, partir du principe que LinkedIn, c'est de la promotion auprès du public. Enfin, c'est visible du public. Si vous faites un post donc grand public où vous présentez votre DM, vous expliquez ses fonctionnalités, vous présentez des résultats cliniques, donc vous êtes en train de dire « regardez comme il marche bien », assez naturellement, je vais vous dire que c'est de la promotion. Après, je vous fais une préco en doigt mouillé, je ne l'ai pas vu là, mais dans la logique, a priori, là, vous êtes en promotion. Donc, si vous êtes en promotion, vous devez respecter la réglementation. Donc, normalement, on ne fait pas de promotion d'un dispositif médical auprès du public sur un réseau social. Voilà, ça c'est la règle de base. Après, encore une fois, vous regardez ce que vous risquez en termes de sanctions financières, ce que vous risquez d'un point de vue concurrentiel, et après c'est une décision de l'entreprise de se dire j'y vais pas. Voilà, la personne ne précise classe 2B ou pas non remboursée. C'est toujours pas très clair. Voilà. Et vraiment, c'est de l'analyse. Enfin, voilà.
je peux pas vous répondre autre chose. C'est dans l'esprit, a priori, c'est de la publicité. Donc après, vous faites vos choix d'appliquer la règle ou de ne pas l'appliquer, en fait. La prise de risque. C'est ça. Une autre question qui nous avait été posée en amont, peut-on intégrer des contenus, intégrer et diffuser des contenus créés à l'étranger et les mettre à disposition des professionnels de santé français tels quels, sans y toucher, et ou dans la langue d'origine, donc s'ils ont été créés peut-être en anglais ou dans une autre langue même. Est-ce que ça pose des problèmes réglementaires en France? Alors, oui, alors en général, de toute façon, ce qui vient du global américain ou même du global européen cause toujours des surfroids de réglementaires français et des difficultés à les réexpliquer au global qu'attention, on ne va pas pouvoir tout garder. Il y a certaines différences d'approche ou même bêtement vraiment de réglementation qui font qu'un certain nombre de contenus doivent être un peu adaptés au public français. Il y a un peu effectivement la question de la langue, donc souvent on applique, si on part bêtement la loi tout bon, on est censé communiquer en français au public français. Donc voilà. Après, en même temps, je vous dis ça, sur les communications auprès des professionnels de santé, c'est tout à fait acceptable de diffuser un article scientifique en anglais parce qu'on sait que c'est des pratiques des médecins d'aller lire sur les revues ces articles-là. Donc, dans certains domaines très spécifiques, on peut estimer que ça représente un surcoût injustifié. Ça peut se discuter, mais c'est sûr que l'enjeu principal est quand même d'aller faire un contenu adapté en français, par exemple si c'est une formation à une pathologie, oui, voilà, t'es plutôt censé la faire en français. Après, dans l'approche, effectivement, il faut quand même rester adapté à son public. Donc, par exemple, les données épidémiologiques doivent être quand même bien adaptées à la France. Je pense par exemple à certaines, en infectiologie, très clairement, vous avez vraiment des différences épidémiologiques si vous parlez de la France ou si vous parlez des États-Unis. Et puis, de toute façon, il faut faire une analyse de contenu à chaque fois. Si encore une fois, il y a des pays plus souples sur ce type d'approche. En France, si vous considérez que dans le contenu qui est proposé par le global, c'est requalifiable de promotion, clairement, non, il ne faut pas y aller. Mais le global a l'habitude que la France soit un peu le pays pénible. Une dernière question de Sarah. Bonjour, sur certains réseaux sociaux comme Instagram, les dentistes mettent en avant les résultats de leurs prestations, avec des belles photos certainement. Est-ce que cela est légal? Alors, là, ça pose des questions de déontologie médicale. En plus, on parlait de dentiste. Très franchement, je vais un peu botter en touche. Je ne connais pas suffisamment bien le code de déontologie de l'ordre des dentistes. Donc voilà, effectivement, c'est des modes de recrutement qui peuvent poser plutôt des questions d'indépendance du médecin, de respect de sa propre déontologie. Donc voilà, je ne peux pas répondre explicitement, précisément à cette question-là. Voilà, on comprend bien que quand même chaque cas est particulier et finalement, c'est aussi la complexité de tout cela. Hein, c'est qu'il n'y a pas de règle générale. Alors, il y a quand même une règle pour le coup, pour être complet quand même. Si le dentiste en question, il présente des résultats avec un de vos produits, pour le coup, là, ça peut être qualifié de promotion de votre produit. Et à contrario, par exemple, si c'est un dispositif médical, ça devient une promotion auprès du public de votre dispositif médical fait par un médecin, ce qui là, pour le coup, est clairement interdit par le Code de la santé publique. Donc, c'est sur vous que ça va retomber. Donc voilà. Donc, Carole nous remercie, vous remercie beaucoup pour cette présentation très claire. Effectivement, Arnaud Verdellan, on vous remercie beaucoup pour cette heure passée avec vous. Nous espérons que tout cela vous aura été utile dans votre réflexion sur la création et la diffusion des contenus en santé destinés aux professionnels de santé. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous avons annoncé une prochaine session de l'Invox Academy le 22 juin qui aura pour sujet la plateformisation des contenus en santé, donc autour de cette question de la diffusion et de la meilleure approche pour diffuser ces contenus en santé sur une plateforme ou pas. Une plateforme externe ou pas. Merci beaucoup encore. Merci à vous tous. Il est 12h55. Nous allons laisser tout le monde déjeuner. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.